Voilà pour ce panorama des 10 ans de politique publique autour de la data et de l'IA. Il est maintenant temps de passer à la discussion et à la table ronde. Alors, changement ou continuité? On a vu qu'il y avait des choses un peu différentes qui étaient à l'œuvre. Quel bilan de 10 ans de politique publique sur la data et l'IA? Mais surtout, quelles perspectives pour les 10 prochaines années? Alors, pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir... Est-ce qu'Axel Lemaire est arrivé? Pas encore. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir ceux qui sont déjà arrivés. Cécile Le Guen, je t'en prie Cécile, si tu peux nous rejoindre, administratrice générale déléguée aux données direction interministérielle du numérique, la DINUM, et Francky Trichet, vice-président de notre métropole, en charge notamment, mais je sais pas uniquement, de l'innovation numérique et président du réseau des interconnectés. Voilà, et dernier point, nous attendons l'arrivée d'Axel Lemaire. Et Axel Lemaire, qui, vous le savez, est une ancienne secrétaire d'État au numérique. Et dans ses fonctions actuelles, est directrice exécutive, responsabilité d'entreprise et développement durable chez Sopra Steria. Bien. Est-ce que vous m'entendez? À peu près. Ah, parfait. C'est très très bon timing. Bonjour Axel. Bien. Alors je vais laisser nos invités le temps d'arriver, de se poser. Et j'avais envie de commencer la discussion par une même question pour vous trois. Peut-être on peut commencer par toi, Cécile. Allez. Où étais-tu le 16 septembre 2015? Alors, si mes souvenirs sont bons, j'étais à Londres. Je travaillais à l'époque pour l'Open Knowledge Foundation, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une ONG britannique, qui à l'époque posait les fondements de la définition de l'open data, donc la fameuse Open Data Definition, et qui commençait à un peu évaluer les pays à travers les classements de l'Open Data, justement à travers les fameux référentiels que tu évoquais tout à l'heure, en mesurant justement le degré d'ouverture de données de certaines bases de données de référence. Donc voilà où j'étais en septembre 2015 et je m'apprêtais à aller rejoindre le sommet de l'Open Government Partnership qui avait lieu à Mexico à l'époque pour justement rencontrer toutes les parties prenantes des politiques publiques d'ouverture, que ce soit côté société civile ou administration gouvernement. Merci Cécile, quelle mémoire. Même question pour Francky Trichet. Où étais-tu le 16 septembre 2015? Alors, on acceptera toute réponse autour de la rentrée 2015. Je pense qu'en vrai, j'étais vraiment ici, puisque c'était la deuxième édition de la Nantes Digital Week, peut-être même à cet endroit-là même. On avait initié avec Milad Douaï, pour ceux qui se souviennent, qui est quand même quelqu'un un peu histoire des religions, philosophe sur le numérique, qui anticipait déjà les usages en 2014. Et on s'était dit qu'il fallait qu'on organise une première conférence interdisciplinaire sur ce sujet du numérique, qui était plutôt un héritage, alors déjà dans une prospective des usages, alors qu'avant, on était plutôt sur un héritage informatique, robotique, très technologique du terme. Moi, je suis enseignant-chercheur en intelligence artificielle. Déjà à l'époque, les usages, on commençait à les voir venir, mais on n'avait pas cette maturité qu'on avait auparavant. Et donc, on avait posé cet enjeu de se dire il faut qu'on arrive à faire de l'interdisciplinarité sur le numérique, qui, par essence, est un objet, ce qu'on appelle interséquent à l'époque, hein, donc de fait. Et donc, il faut que les différentes disciplines, les sciences humaines et puis les sciences dites un peu plus exactes ou dures, puissent se rencontrer. Donc on était ici, on a organisé ce premier espace avec Montréal et Québec déjà à l'époque. Ça perdure d'ailleurs, et 10 ans après, c'est devenu la Nantes Digital Week, avec ce questionnement omniscient sur qu'est-ce que cette société en régime numérique qu'on construit, avec la grande diversité et la pluralité des gens qui évoluent dans le numérique ou ceux qui n'évoluent pas et sur lesquels il se pose aussi ces questions. Donc voilà. Tu étais déjà élu en 2015. Alors, j'étais juste élu, effectivement. Ouais. C'était mon premier mandat, je découvrais ce qu'était la politique. C'était passionnant, mais c'était aussi un peu vertigineux de voir un peu tout ce qu'il y avait à faire. Et j'étais déjà avec certains qui étaient présents ici. Et en fait, on disait juste un petit clin d'œil qu'on était sur un héritage
d'une personne qui était aussi à la tête de la direction des systèmes d'information à l'époque, qui n'avait pas du tout cette culture de l'usage. Donc on était aussi sur une rupture et on va dire une observation, un conflit entre, oh là là, il y a quand même beaucoup de décalage entre ce que vit l'administration sur cette transformation numérique et ce qu'on doit nous apporter en tant qu'élus. Donc vraiment peut-être un changement de cap aussi entre la vision politique que j'essaie très modestement au début de mettre en place, et puis on va dire l'héritage patrimonial de ce que sont les systèmes d'information dans les collectivités en 2015. Merci Francky. Alors troisième question, Axel, je vais te demander où tu étais en 2015, mais je pense qu'on en a tous une petite idée, mais tu peux peut-être nous le dire quand même. Déjà, bonjour à toutes et tous, et je suis sincèrement très heureuse de revenir à Nantes. C'est vraiment un plaisir de venir ici pour 1000 raisons. Francky, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Montréal, justement. Donc ce fil-là aussi, il a perduré, mais il y a 10 ans, je pense qu'on se vivait un peu, à tort ou à raison, comme des pionniers. Alors non pas des pionniers de la tech et de l'Internet, mais il y avait quand même un souffle sur la promesse numérique qui faisait qu'il y avait beaucoup de choses à construire. Et donc, si je me réfère à ma vie personnelle, parce que vous savez, les femmes ont un repère biologique qui est cette petite horloge, septembre, j'étais enceinte de 4 mois et c'était officiel. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y avait une course contre la montre qui avait été lancée pour que je parvienne à faire passer en première lecture la loi pour une république numérique à l'adoption à l'Assemblée nationale avant d'accoucher. Donc on avait aménagé le calendrier parlementaire et de fait, j'ai accouché dans la nuit du vote de la loi. Ça ne s'oublie pas. La deuxième chose au niveau national, alors oui, parce qu'on renégociait les schémas pluriannuels État-région. Et à l'époque, les infrastructures numériques étaient une thématique très présente. C'était les débuts du plan France Très Haut Débit. On déployait la fibre optique et il y avait déjà à l'époque une bataille pour convaincre de faire entrer le sujet des usages dans ces schémas. Et puis, au niveau national, c'était en plein pendant la période de consultation en ligne des internautes citoyens sur, justement, la plateforme d'intelligence collective visant à amender le contenu du draft de la loi pour une république numérique. Et au niveau international, alors Open Knowledge Foundation, qui a beaucoup inspiré les travaux du gouvernement à l'époque. Et là aussi, c'était des batailles internes avec Henri Verdier notamment pour parvenir à faire adhérer la France. Alors, elle avait déjà adhéré à ce moment-là, je crois, à l'Open Government Partnership, le partenariat pour un gouvernement ouvert, PGO. Et de fait, la France a pris la présidence de cette initiative l'année suivante et on avait monté des stratagèmes pas possibles pour que François Hollande rencontre Barack Obama à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre pour qu'il lui demande d'avoir son soutien pour obtenir la présidence de PGO. Et l'air de rien, vous pouvez peut-être, si vous êtes éloigné de ces sujets de gouvernance, etc., internationale, vous dire bah, c'était que de la com. Non, ça a vraiment alimenté une dynamique très positive et très constructive jusque dans les territoires. Donc voilà pour septembre 2015. Merci Axel. Peut-être garde le micro, peut-être pour nous dire, en 2015, donc, notamment dans la préparation de la loi pour une république numérique, c'était quoi les grandes priorités en matière de données ? Sur le volet data, on parlera d'IA bien sûr après dans nos échanges, mais sur le volet data, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui te semblait essentiel, important à mettre dans la loi ? Alors, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on invente tout quand on arrive avec une légitimité démocratique nouvelle. Etalab avait été créé par le précédent gouvernement et notamment par Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, je trouve qu'ils avaient été très visionnaires sur ce sujet. J'ai apporté une vision peut-être un peu moins purement libérale de l'open data, c'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment une politique publique qui devait être mise au service des territoires et des citoyens et pas uniquement des entreprises, au sens où il y avait des nouvelles collaborations et des nouveaux modes de gouvernance de la donnée à créer.
la priorité numéro 1, c'était l'acculturation. 10 ans plus tard, c'est beaucoup moins le cas, en tout cas pour les experts, mais on voit que c'est quand même encore un enjeu de politique publique. Pour vous dire, il y a 10 ans à Bercy, lorsque je parlais du sujet données, on me disait, mais en fait, on ne sait pas l'écrire dans une loi parce qu'on n'a pas un seul expert de la donnée. Et moi, je leur disais, mais regardez dans les universités, regardez dans les cabinets d'avocats, la montée en compétences rapide autour des enjeux des data. Aujourd'hui, il y a une équipe, il y en a même dans tous les ministères, il y en a, voilà. Donc, mais il n'empêche que penser la donnée dans ses usages futurs, c'était pas du tout un réflexe à l'époque. Qu'est-ce qui a changé aussi? La structuration de l'écosystème, de la mise à disposition et de la réutilisation des données à partir de l'open data. Je pense que ça a été très structuré. Il y a toujours des problèmes assez chroniques, notamment de financement, d'accompagnement des plus petits acteurs, et puis de modèles économiques pour certains. Il y a des enjeux nouveaux, on y reviendra sans doute. Mais en tout cas à l'époque, il y avait une conviction très largement partagée que la donnée était un enjeu démocratique et donc profondément politique, et qu'elle devait se mettre elle prolongeait l'agenda de l'open science, de l'open research, d'un droit d'accès à l'information historique, en France, donné aux citoyens. Et en fait, c'est là, je trouve, le contraste le plus frappant par rapport à l'actualité aujourd'hui. C'est la possibilité d'une remise en cause aussi drastique et violente de ce qu'on pouvait considérer comme des acquis démocratiques. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, bien sûr, aussi. Cécile Le Guen, même question, mais vraiment sous l'angle, voilà, en 2015, on voit, et Axel Lemaire l'a mentionné aussi, la structuration au niveau de l'État de ces questions de données. Il y en avait eu avant, il y en a eu après. Quel regard, toi, tu portes et qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui s'est fait il y a 10 ans ou de ces tendances-là ? Alors déjà, il y a 10 ans, quand on parlait de données, on parlait aussi de redevances. Et je pense qu'un des grands progrès, justement, ce qui a pu amener la politique d'ouverture et même cette notion d'ouverture et d'open data, c'était de mettre fin à ces redevances pour justement faire de la circulation et du partage de données un levier de transformation dans les administrations. Donc pour moi, ça a été, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement important, et surtout avec l'idée d'étendre les droits des citoyens, justement d'accès à la donnée, d'accès aux documents administratifs au sein même des administrations. Et donc justement, c'est ce que toute cette politique publique de la donnée a pu apporter progressivement, à savoir une administration demande à une autre des accès à des données pour mettre en place des services publics. Donc ça faisait vraiment partie d'il y a 10 ans aussi. Ensuite, il y a eu donc on a pensé à la politique publique de la donnée aussi de manière un peu générique, mais aussi de manière un peu verticale. Donc il y avait, on commençait à travailler par verticale géographique, par exemple les données géographiques, les données de transport. Ça a commencé, voilà, on pensait en fait aussi économie de la donnée dans ces secteurs en particulier. Et tu l'as du coup noté aussi tout à l'heure, il y a eu ce fameux poste d'administrateur général des données qui a été créé, qui était l'innovation, à savoir de créer un poste de Chief Data Officer au sein de l'État. Et donc, à l'époque, le poste a été créé dans cette optique de coordonner une politique publique interministérielle au niveau des ministères. Et à l'époque, il y avait 3 ministères, je crois, qui avaient commencé à mettre en place des administrateurs ministériels des données. Il me semble qu'il y avait l'Intérieur, la DGFiP, le ministère de la Transition écologique de l'époque. Et voilà, donc c'était un réseau de gouvernance qui commençait petit à petit à se mettre en place pour justement faire parler les ministères sur ces questions-là et commencer à s'approprier complètement le sujet de circulation d'ouverture des données, en tout cas de politique publique de la donnée, au travers de l'exécution, donc de mise en place d'innovation, de transformation, de développement de produits aussi.
et d'appropriation, de développement de connaissances et d'expertise, comme tu très justement souligné, qui est quelque chose qui, je pense, a très largement évolué aussi les 10 dernières années à travers des programmes, par exemple comme Entrepreneurs d'intérêt général, qui ont pu justement émerger et justement s'appuyer sur le cadre juridique en vigueur pour permettre dans les administrations d'élaborer des projets d'innovation et d'insuffler justement des nouvelles façons de faire à travers des profils qui étaient nouveaux à l'époque, qui maintenant sont un peu plus insérés dans la culture administrative. C'est vrai que ce qui est frappant aussi à t'entendre, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui sont plutôt des innovations dans la manière de faire, que ce soit les entrepreneurs d'intérêt général ou le modèle des startups d'État, qui sont d'abord nés dans cette sphère de la data publique, qui aurait pu naître ailleurs. En fait, il n'y a pas de raison que ce soit particulièrement ce sujet-là qui soit comme ça. Francky Trichet, même question, peut-être que pour les deux autres. Pour toi, en 2015, c'est quoi les priorités de politique publique en matière de data et puis après d'IA, si on essaye de se remettre encore dans le... Et peut-être revenir sur les 10 ans qu'on a vécu du numérique, tous autant qu'on est, à l'échelle nationale en tout cas. On voit bien que, alors on a eu la chance d'avoir une excellente ministre, et je tiens à dire quand même droit dans les yeux que tu nous manques. Bref, je ferme ça parce que depuis, franchement, quelqu'un qui a posé des enjeux sur le numérique comme tu les avais posés, autour de la donnée, autour de remettre l'humain au cœur des dispositifs, ça fait bien longtemps qu'on n'entend plus parler. Et que cette dynamique de la French Tech qu'on a effectivement nous aussi soutenu à l'époque, on voit bien qu'aujourd'hui on en est toujours là, et je trouve que 10 ans après c'est quand même regrettable de poursuivre dans cette démarche-là. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que en fait on est parti d'un état des lieux sur la data où on est arrivé vraiment très ancré, je crois que c'est à peu vrai dans tous les territoires, sur les systèmes d'information qui étaient géographiques, très ancrés dans les territoires et qui étaient peut-être une des clés de compréhension de ce qu'était la donnée dans les collectivités, que ce soit dans les services, mais aussi à niveau politique. Moi, j'ai la chance d'avoir ici, sur le territoire nantais, depuis 10 ans, une maire présidente qui comprend ces enjeux du numérique depuis le début. C'est une vraie chance, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai dans tous les territoires. Et en fait, quand on a ça, depuis le début, Johanna Roland, pour la citer, a quand même compris que sur ces enjeux du numérique, au même titre que Axel l'avait compris à l'époque, il fallait outrepasser la simple filière économique dans laquelle on allait construire des startups, qu'elles soient d'État ou privées. Ce n'était pas fondamentalement le sujet qui allait durer. Et quand je dis ça, fondamentalement le sujet qui allait durer, on voit bien que malheureusement, ça a été un peu oublié pour certains. Même s'il y a des actions très bien qui sont faites sur la médiation numérique, sur ces enjeux-là, on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive, et tu l'as évoqué, Simon, dans ton introduction, à une saturation du numérique. Et cette saturation, on en est tous responsables, et elle a plusieurs causes, en fait, plusieurs justifications. On verra par la suite, peut-être, dans la prospective. Moi, j'ai une vision un peu, peut-être radicale sur ce que pourrait être le numérique, même si ce n'est pas forcément ce vers où on va aller. Donc, on part des systèmes d'information géographique, et on arrive avec l'open data, qui était déjà présent, avec... déjà un mode de gouvernance assez, on va dire, original sur le territoire, puisqu'on était 3 collectivités à mutualiser, à la fois pour des raisons de coût, il faut se le dire, mais aussi pour, à un moment donné, se dire qu'on a des données qu'on doit partager dès 2011, 2014, sur ce sujet-là. Donc ce portail, il est toujours existant d'ailleurs. La gouvernance, la ville, la métropole, le département. Et la région. Et donc on a quand même quelque part, et maintenant, il est aussi diffusé à l'échelle territoriale sur des petites communes qui s'emparent aussi, alors plus récemment du sujet d'open data, mais ça veut dire qu'on a réussi en 10 ans à créer quelque chose. Et ensuite arrive effectivement cette logique de se dire, on ouvre nos données, mais pourquoi faire? Quels sont les usages en vrai? Et surtout, cette notion de confiance, cette notion que je dis en l'ouverture de la donnée, on se doit d'être transparent, d'être confiant. Donc on va des données, on va les algorithmes, on ouvre quelques algorithmes aussi. Déjà, dans les années 2018, c'était assez pionnier dans l'époque d'ouvrir en fait, ces algorithmes sur les tarifications sociales. On dit en fait les critères, enfin tu évoquais tout à l'heure Parcoursup, on voit bien qu'on était un peu dans la même logique, il faut aussi aller plus loin sur les processus et les algorithmes doivent être ouverts pour qu'on puisse avoir, en tout cas on sait que peu de personnes vont le voir, mais en tout cas on a cette démonstration en transparence, en confiance, on n'a pas peur entre guillemets et on vous le montre. Et c'est là où, en fait, je crois que les collectivités ont pris un virage de passer effectivement en gros de la mutualisation, des plateformes, inciter à ouvrir des données, mais quel type de données? À l'époque, le tout, le maximum, c'est mieux. On ne sait pas si ça servira, mais il faut ouvrir. Et là, on a eu une bascule, je pense, dans les années 2000, après 2020, qui était de se dire il faut qu'on passe vraiment à la gouvernance. On commençait à se dire mais en fait, ce n'est pas suffisant.
au final. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on trouve des gouvernances, il faut qu'on trouve des objets, tu l'as évoqué, donc nous on est allé sur des chartes pour à un moment donné être exemplaire. L'exemplarité de la collectivité territoriale sur ce sujet, elle doit être là. Donc nous appliquer des principes éthiques, valoriser effectivement quelles sont nos valeurs aujourd'hui et surtout les faire connaître, et puis avoir une dynamique d'entraînement public-privé. Parce qu'en fait, souvent, on dit, on a le public, on a le privé, et puis on ne trouve pas d'espace assez, on va dire, de cohabitation sur ces sujets, de coalition pour gagner gagnant-gagnant, sans rentrer sur l'opposition publique-privé. Et je trouve qu'on est rentré dans cette phase dans les années 2020, très bien, en mettant des nouveaux dispositifs de gouvernance, des nouveaux objets, donc la charte de la donnée, déjà qui parlait d'IA à l'époque, en 2019, qu'on a d'ailleurs travaillé avec Montréal, qu'on a travaillé avec Québec. Je salue tous les gens qui sont dans la salle, je les vois, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. On a éprouvé, on a essuyé les plâtres, tu l'as dit, on a été pionniers collectivement sur ces sujets territoriaux. Et puis, progressivement est arrivée aussi la nécessité de faire débat sur ces sujets-là. Donc tu l'as vu, l'IA est arrivée, il faut qu'on lance des débats, parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est, vous vous souvenez, la 5G. On n'a pas très bien géré cette problématique de l'arrivée de la 5G parce qu'on n'a pas réussi à faire débat. Et dans les territoires, on était tous à se dire c'est quand même pas normal que là, on a vraiment un passage en force, on va dire, au national. Et nous, on souffre un petit peu de ne pas avoir d'espace. Et il y avait forcément des problématiques de transparence, de confiance qui reviennent effectivement par derrière sur la donnée. Donc moi, je trouve qu'on a une maturité politique du sujet parce qu'on a réussi à le poser à l'échelle politique. Moi, j'ai d'autres collègues d'ailleurs élus qui ont compris ce qu'était la donnée. Peut-être pas tous. Mais ça, c'est aussi une victoire dans les territoires. Qu'on ne reste pas entre nous, juste avec les DSI, qu'on arrive à en faire un sujet politique pour à la fois montrer quel est l'intérêt, déjà pour les politiques publiques, l'efficience. Moi, j'ai des collègues de l'eau qui ont compris, ah oui, effectivement, là, ça peut être intéressant. Mais aussi qui ont compris que c'était un sujet qu'il fallait qu'on mette au débat sans en faire la caricature de c'est porté par le numérique, parce que souvent, c'est un peu les élus au numérique. Donc, vieil héritage de l'informatique, et en fait, qu'importe, du moment que ça ne fasse pas trop de bruit, ok, on reste dans ce sujet-là. Donc, maturité politique, structuration en interne, parce que je ne le dis pas assez, mais l'effort dans les collectivités de mettre des moyens RH et de structurer une équipe, alors on l'a vu, administratrice de la donnée, c'est vrai. Sur le côté juridique, c'est important aussi de consolider ces sujets-là. Donc il faut mettre des moyens. Le data scientist, on le voit, alors pas dans toutes les communes, encore une fois. Oui. On est quand même bien favorisé et loti à l'échelle métropolitaine parce qu'on a peut-être plus de moyens. Mais ceci étant, c'est pareil, moi voilà, je suis président des interconnectés, on essaie de mutualiser et de faire en sorte qu'on ait des problématiques qu'on mette en commun pour que des petites communes puissent aussi s'approprier à la fois de ces objets un peu références qui sont les conventions citoyennes et les conclusions qui s'en ont faites, les chartes territoriales de la donnée, tout ça on met en commun, mais aussi on voit bien qu'on a des groupes transversaux qui se mettent en place sur les DPO, sur ces problématiques-là, et il faut qu'on mette en commun. Donc voilà un petit peu moi, le bilan dans lequel on est arrivé. Je trouve qu'on a une maturité politique qui outrepasse la fonction du numérique, c'est plutôt bien. On a des gouvernances un peu variées, multiples qui se mettent en place. C'est encore, à mon avis, balbutiant sur certains sujets à l'échelle régionale, par exemple, parce que là, on voit bien qu'on a aussi, des fois, on n'est pas encore arrivé à la maturité. Et puis, on a passé, à mon avis, la problématique des plateformes, un peu technique, ça, c'est derrière nous. Maintenant, il y a d'autres enjeux, effectivement, on y reviendra sur, moi, j'ai des convictions sur quel type d'espace, de données et de gouvernance il faut mettre en place dans les années à venir. On va en parler. Merci Francky. Peut-être Axel, une question pour toi. Dans les grands thèmes qu'on a l'impression d'avoir vu émerger ces dernières années, il y a quand même la question de la transition environnementale et du rapport au numérique. Alors, on n'a pas non plus, c'est pas une nouveauté absolue. Moi, j'ai souvenir des travaux lancés par Daniel Kaplan et la Fondation Internet Nouvelle Génération autour des transitions au carré, où il expliquait bien un peu les interactions entre les deux. Est-ce que pour toi, c'est l'un des grands changements de ces 10 dernières années? Est-ce que c'est un thème qui était déjà là? Est-ce que c'est un thème... Et qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Non, c'est le thème à venir. On peut résumer les 15 dernières années en la digitalisation. La digitalisation, notamment des services publics. Il y a une dématérialisation massive et une appropriation des usages tout aussi importante. On parle de transition environnementale ou d'écologie. Moi, j'aimerais trouver un terme qui traduit l'ampleur du phénomène comme ça a été pour la digitalisation, donc l'écologisation, je ne sais pas, mais en tout cas... c'est la vague qui va être devant nous au sens où il y aura des enjeux de
mutualisation des données, de repositionnement des acteurs, de bien sûr meilleure maîtrise, connaissances scientifiques, performance, etc. Et adaptation de tout le tissu économique et social à cette nouvelle réalité climatique. C'est pas nouveau, parce qu'en réalité, la data, ça vient de là. Les statistiques publiques, au départ, elles étaient très orientées vers l'étude des évolutions démographiques. Mais dès que les premiers travaux scientifiques ont émergé sur le changement climatique dans les années 70, et en France, dès les années 80, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait structurer l'information, notamment géographique, mais du fait de la réalisation des limites planétaire et du fait qu'on évolue dans un monde de plus en plus contraint dans son accès aux ressources. Et ça, c'était déjà très présent dans les années 80. Un grand moment de l'écologie, ça a été 1993 et le sommet de Rio. Et c'est là qu'il y a eu la déclaration d'Aarhus qui affirme le droit des citoyens à l'accès à l'information environnementale. Et en fait, ça, c'est il y a plus de 30 ans. Donc, simplement, c'est une sphère d'expertise qui s'est développée et on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu du géonumérique, c'est finalement de s'instiller dans toutes les activités économiques et sociétales. Donc, on en est là. Pourquoi c'est le grand enjeu. Moi, je le vois dans mes nouvelles fonctions, puisque je suis directrice du développement durable, j'aime bien dire de la performance durable d'une grande ESN française à taille européenne. Et à ce titre, mon métier, en fait, c'est de gérer la data. Parce que c'est ce qui permet de définir une trajectoire qui soit conforme aux trajectoires elles-mêmes décidées par les États, par l'Union européenne. On voit qu'en ce moment même, la France et l'Allemagne sont en désaccord sur les nouveaux objectifs de décarbonation à horizon 2040. Et donc, les entreprises doivent inscrire leur action dans ce cadre décidé par les pouvoirs publics. Et donc, à partir de là, on dessine des trajectoires de décarbonation, mais aussi de préservation de la biodiversité, de meilleure utilisation des ressources, de numérique responsable et de sobriété à horizon 2030, 2040, etc. Et ça, il faut de l'outillage, il faut les bonnes plateformes, les bons outils, la bonne gouvernance, les bonnes collaborations en interne, etc. Donc, je le vis très concrètement dans mon quotidien. Et pour faire cela, je ne pense absolument pas que c'est la fin de l'open data ou que maintenant qu'on parle d'IA, il n'y aurait plus d'open data. La donnée, qu'elle soit ouverte par les administrations ou qu'elle ait une autre origine, elle est absolument fondamentale, je ne vais pas vous l'apprendre, pour alimenter les modèles d'IA et surtout, plus que jamais, je crois, pour s'assurer de leur intégrité. Et intégrité au sens qualitatif et technique, mais quasiment aussi au sens moral du terme. Et donc, dans un monde qui s'apprête à être noyé par la désinformation, plus que jamais, on aura besoin de données dont l'authenticité est validée, en fait. Et c'est notamment vrai pour dessiner et conduire des trajectoires de décarbonation avec des conséquences, encore une fois, dans tous les pans des activités, que ce soit la mobilité, le transport, que ce soit la santé, le secteur de la construction, etc. Cette nécessaire adaptation, elle repose fondamentalement sur notre capacité à collecter et gérer les données. C'est très clair dans le dernier document de l'État sur le plan national d'adaptation qui a été publié en mars 2025, en fait, et je pense que le commissariat général au développement durable l'a aussi compris. Aujourd'hui, toute leur politique publique repose sur la maîtrise de la donnée. Et dans maîtrise, on commence de plus en plus du fait du contexte géostratégique actuel à parler de souveraineté. On y viendra peut-être, oui. Mais spontanément, ça peut être contre-intuitif. On se dit, c'est quoi le rapport entre durabilité,
au sens sustainability du terme, et souveraineté, en réalité, par le détour de l'environnement, on se rend compte que le rapport, il est très direct. On pourra revenir sur la question de la souveraineté. Je crois aussi, Francky, que les interconnectés, vous avez des initiatives là-dessus. Mais peut-être juste un dernier mot, Axel, sur la question environnementale, parce qu'on avait l'impression, il y a peut-être 5 ans, que finalement les esprits avaient changé, que le secteur du numérique affichait des trajectoires de neutralité carbone qui ont complètement volé en éclats, en tout cas, pour les grandes plateformes. Oui, alors ça dépend de qui on parle, mais d'où on vient sur le lien entre la filière industrielle et la question de l'impact environnemental, déjà de très loin. Il y a 10 ans, moi j'avais vraiment envie d'avancer vite sur ce sujet. 2015, c'était aussi la COP de Paris, hein, ça se passait chez nous. Et donc les ministres étaient impliqués dans l'organisation des travaux, etc. J'ai tout fait pour pousser le sujet, c'est un de mes échecs, je m'en suis pas remise, vous voyez, aujourd'hui je travaille dessus parce que je me dis c'est pas possible que j'en sois restée là. Il y avait un no-go, une fin de non-recevoir, alors consciente ou pas, en tout cas c'était pas priorisé. Avec cette idée que le numérique c'est éthéré, c'est immatériel et que voilà, vous avez, comme moi je pense, lu sur le sujet, on connaît de plus en plus la réalité de l'impact matériel et physique des technologies numériques. Donc il y a 2 enjeux pour les entreprises, c'est là encore savoir mesurer cet impact. Et c'est pas facile hein, de faire un audit interne de la totalité des systèmes d'information sur toute la chaîne de valeur. Croyez-moi, je suis en plein dedans, c'est vraiment pas facile, ça demande beaucoup d'exigences, de rigueur et de modestie. Et donc, il y a mesurer, et puis il y a ensuite essayer de réduire. Et en fait, la vraie question, quand on essaie par exemple, réduire l'impact carbone des équipements informatiques en allongeant la durée de vie, il y a 2 immenses problèmes. Le premier, il est culturel. Parce que notamment nos jeunes développeurs et tous les geeks de la planète, ils ont encore, de manière générale, et je grossis le trait, et pardon pour les exceptions, cette idée que plus la machine est puissante, plus elle permet de faire des choses. Et donc finalement, c'est dissocié de la question de l'impact environnemental et donc de leur expliquer que non, ce PC, il peut durer 2 ans de plus. C'est pas toujours compris. Donc il y a vraiment un enjeu culturel et éducatif et de choix collectif aussi sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis le deuxième sujet, c'est le revirement postural qui est réel de la part des GAMAM et de tous les géants technologiques de ce monde par pur opportunisme politique à un niveau de cynisme que je n'aurais pas cru imaginable et avec des conséquences très réelles qui fait que à partir du moment où ils se désengagent sur leurs propres engagements environnementaux, keynote d'Apple la semaine dernière, pas un mot, hein. Enfin, on voit bien que le sujet est beaucoup moins important qu'auparavant. Eh bien, ils entraînent leurs clients et leurs fournisseurs, donc toute la chaîne de valeur. Donc moi, quand je veux mesurer, par exemple, la consommation énergétique de nos utilisations de cloud hébergées par les Microsoft, AWS ou autres grands de ce monde, eh bien, je ne peux pas parce que je me heurte à une opacité totale. Alors oui, Google a commencé à publier des choses sur l'impact énergétique de ces data centers. D'abord, on ne peut pas comparer les méthodologies. Donc, la réalité, c'est que, mis à part les experts très pointus, on ne sait pas bien quoi en faire pour l'instant. Il faut absolument standardiser les méthodologies de calcul. Et puis surtout, on voit bien que ça a été totalement dépriorisé. Et donc, si je dis ça, c'est parce que si on peut faire une chose, c'est d'être exigeant et de ne pas lâcher le morceau vis-à-vis de nos propres fournisseurs et que les entreprises européennes continuent d'avoir une demande forte qui puisse, on l'espère, traverser l'océan Atlantique et arriver jusqu'aux oreilles des décideurs à Palo Alto, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra continuer à
essayer, même pas d'imposer des valeurs européennes, on n'en est pas là, d'essayer de parvenir à faire vivre dans nos territoires ce qui correspond à ce qu'on souhaite en termes d'utilisation du numérique. Donc, en fait, la transparence, comme pour l'open data, comme pour les algorithmes, ça a été à l'époque une condition de base pour que ça marche. Aujourd'hui, l'IA, et notamment l'IA Gen, la condition de base pour que ça marche, c'est qu'on puisse décider des usages en fonction d'un niveau de transparence informationnelle qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors, petit commentaire personnel, je trouve tout à fait fascinant aussi dans tous les exemples que vous donnez, c'est que ça fait 15 ans qu'on répète que le numérique, c'est politique. Et que quand on voit les rapports de force, voilà, la coercition qu'il y a aujourd'hui, on se dit malheureusement oui, c'est politique. C'est QFD. Ouais. On a produit un rapport avec Sopra Steria et l'OPSCI, OPSCI, pour écouter les conversations mondiales autour de l'IA Gen. Conversation mondiale, c'est un peu grandiloquent, mais en gros LinkedIn et X. Et pour réaliser que moins de 1% des thématiques de discussion dédiées à l'IA Gen concernaient l'environnement. Moins de 1%. Et donc, la question suivante, c'est pourquoi ? Et quand on sait que beaucoup de ces conversations sont guidées par des initiatives marketing, je pense qu'on a la réponse. Donc, il faut avoir cette vigilance à mon sens démocratique, incessante sur les enjeux environnementaux. Ok, merci. Avant de parler souveraineté, parce que c'est en lien aussi, je crois, avec ce que Axel vient de nous dire sur ce paysage-là, peut-être revenir auprès de toi, Cécile, si tu le veux bien, sur l'émergence de l'IA et peut-être se poser la question en matière de politique publique vue de l'État, est-ce qu'il reste encore de la place pour des politiques publiques sur la data en fait ? Ou est-ce que tout est passé, tout a été bousculé maintenant et qu'on ne parle plus que d'IA ? Est-ce qu'il reste encore quelque chose sur la data ? Heureusement, évidemment, et enfin, je dis fort heureusement, évidemment, l'IA, tout ce qui est que ce soit les nouvelles technologies qui sont arrivées très très vite, et ça a été vraiment la conversation a été accaparée de manière vraiment fulgurante aussi dans les administrations autour de l'IA, et en abandonnant un petit peu, ça du coup je l'ai vu, je l'ai vécu aussi, en abandonnant tous les efforts qu'on avait fait, qu'on avait consenti les 10 dernières années pour mettre en place justement ces politiques de la donnée, ces infrastructures aussi de qualité, mais assez rapidement quand même on s'est aperçu que la condition aussi de faire des IA qui fonctionnent, c'est aussi d'avoir des données qui sont fiables et de qualité, et ça notamment pour accroître la fiabilité des systèmes et du coup la confiance et du coup, pour les agents publics, puisque du coup la DINUM propose justement une suite d'outils d'IA pour les agents et pour les usages publics des administrations, c'était une vraie question. Et donc cette question de est-ce que finalement, donc on en revient au basique, on en revient vraiment, est-ce que cette politique de la donnée, elle était suffisante, justement, en tout cas au sein de la DINUM, parce que ce qui a pu être intéressant à remarquer, c'est que bien sûr, en tant qu'administration, justement un peu portant ces sujets au niveau de l'État, c'était important aussi de se mobiliser et justement sur les outils d'IA, au détriment, hélas, des politiques de data, d'open data, de circulation des données et de cette infrastructure. Et au bout de 2 ans d'efforts qui ont été mis sur justement les sujets de l'intelligence artificielle, fort était de constater que finalement il fallait réactiver toute cette... Alors c'est très bien, du coup c'est aussi ce qui a justifié cette recréation de ce poste d'administrateur des données que j'occupe actuellement et qui est très bien. Donc il y a un peu toutes ces gouvernances et infrastructures à revitaliser au sein de l'État, et bien sûr qu'il y a de la place pour la donnée, pour la circulation, pour l'infrastructure surtout. La qualité de la donnée, je pense que c'est quelque chose qui a été peut-être un petit peu
oublié au détriment des outils et des produits. Et donc, du coup, lorsque l'innovation a commencé à émerger, qu'il y a beaucoup d'administrations qui ont mis en place leur propre système et outils, que ce soit du pilotage de politique publique, mais que ce soit aussi de la dématérialisation, du service public aux citoyens, par exemple de la proactivité. Là, on se dit, OK, si ma donnée à la base, elle n'est pas fiable, il n'y a pas de système de gouvernance en place qui est bien organisé, qui permet in fine de ne pas faire d'erreur et ne pas justement, quand on est dans une proposition de service public, proactivement aux citoyens. Dans ces cas-là, vraiment, il y a toutes les questions autour de l'ouverture, de la gouvernance, de la transparence des algorithmes et de la qualité de cette donnée. Donc, bien sûr qu'il y a encore beaucoup de place pour les sujets de la data. Justement, on y revient. Bien sûr qu'on y revient, c'est un fondamental, on ne peut absolument pas l'oublier. Et donc, du coup, maintenant, on travaille de concert. Bien sûr que, du coup, à la DINUM, il y a un incubateur aussi dédié à l'IA, mais il y a un pôle data qui a 40-45 personnes avec différentes fonctions. Et ce qu'on a vu aussi, je pense qu'on a tous utilisé le terme de maturité pour qualifier aussi le moment où on en est actuellement sur les sujets de la data. Ce que j'ai pu constater au sein de l'État et des administrations, c'est aussi que ça s'est un peu industrialisé. Mine de rien, dans chaque équipe ministérielle, on trouve des personnes, on trouve des experts de la data, on trouve des systèmes qui se sont industrialisés, on trouve en fait des systèmes de gouvernance. Vraiment, on a tout un écosystème qui est qualifiés, nombreux, qui existent. Et donc, voilà, on n'est plus dans cet esprit qui était très intéressant il y a 10 ans de pionnier, où on essaie justement de défricher le sujet, de mettre en place, d'innover. Maintenant, on a quand même affaire à quelque chose qui est un peu plus industrialisé, sur lequel on capitalise justement pour se mettre en lien avec d'autres leviers d'innovation, justement avec l'IA. Mais ouais. Ça rejoint ce que Francky Trichet nous disait aussi sur la montée en compétences et en acculturation interne des collectivités. Mais sur l'acculturation, je pense qu'on a encore un immense chantier sur la médiation et la formation aux agents. C'est pas le tout de mettre en place des systèmes informatiques, techniques. Dès lors qu'on commence aussi à insuffler des nouvelles compétences, il faut pouvoir justement maîtriser toute la chaîne et favoriser cette acculturation pour justement faire en sorte que la donnée continue d'être un sujet politiquement porté et pas technique. Et ça, vraiment, je pense qu'on l'a tous vu. C'est tellement courant encore que des décideurs publics voient la donnée comme quelque chose de technique et pas politique, alors que très vite, forcément, mettre en place des systèmes automatisés pour détecter des colis frauduleux aux aéroports, forcément, au bout d'un moment, les douaniers vont se demander qu'est-ce qu'ils font là. Et ça va finir en crise sociale. Donc voilà, Tu as travaillé aux douanes. J'ai travaillé aux douanes, c'est pour ça que je veux en parler. Très bien. Merci Cécile. Alors, avant qu'à vous trois, je vous pose une question peut-être de Madame Irma. C'est de se dire, ce sera quoi les politiques publiques de la data et de l'IA dans 10 ans? Préparez-vous. Et puis, on aura un moment aussi pour prendre quelques questions du public. Peut-être, Francky, revenir vers toi. On a évoqué l'enjeu de souveraineté. On voit bien que c'est devenu aussi quand même quelque chose dans l'arène publique, un peu la souveraineté, parfois mêlée avec du souverainisme. Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi cet enjeu de souveraineté et en quoi c'est un sujet pour des collectivités, et notamment celle du réseau des interconnectés que tu présides? Ouais, c'est ça. Nous, on a une approche très pragmatique parce qu'en fait, ce terme-là, il est parfois compliqué à manipuler. Nous, on s'est dit avec pas mal de collègues élus dans les territoires, alors tous les grands et les petits territoires, on travaille beaucoup, enfin les interconnectés, c'est à l'échelle des métropoles, donc je ne vais pas tous les citer, mais on est beaucoup à prendre ces enjeux. On a dit qu'il faut savoir de quoi on parle, il faut mesurer, et je pense qu'Axel l'a bien dit, c'est quelle est aujourd'hui notre dépendance à des outils, des infrastructures, parce qu'il ne faut pas rester qu'aux outils, sur quelque chose qui ne serait pas dans un giron de ce qu'on peut appeler la souveraineté, en tout cas que l'on ne contrôle pas, et sur lesquels du jour au lendemain on peut avoir à la fois, parce qu'effectivement on a un président américain qui est élu, qui revient et qui a des discours extrêmement préoccupants, pour ne pas dire toxiques, quels peut être les impacts.
Donc cette notion, ce qu'on a appelé de mesurer sa dépendance, elle est technologique, elle est financière, elle est sur quelle temporalité, et surtout quelles sont les alternatives, et aussi sur quelle temporalité. Parce que la révolution du grand soir, elle n'est pas facile à mettre en œuvre, sachant qu'on a 50 ans, ce que j'ai appelé de sédimentation de systèmes d'information. Ça fait 50 ans à peu près, si on reprend le terme d'Axel, la digitalisation, un peu plus, sur lesquels on construit des strates, et sur lesquels c'est pas facile, parce que tout est interconnecté, c'est un objet complexe, hein, les systèmes d'information dans les collectivités, et il ne faut pas croire qu'on peut changer un outil, puis en fait c'est assez simple. Non, il y a des dépendances fortes, il y a des choses qui sont communes d'une collectivité à l'autre, hein, les systèmes d'exploitation, on a beau dire, mais Microsoft reste quand même quelque chose de partout. Oracle reste un système intermédiaire qui est quand même omniscient dans beaucoup d'outils, même dans des outils qui sont vendus par des sociétés dites françaises, 100% souveraines, mais quand même qui ont une dépendance technologique de fait, parce qu'elles intègrent dans des couches intermédiaires de Oracle. Donc en fait, on est parti sur cette quête en fait, de se dire de quoi on parle, quelle est notre dépendance aujourd'hui, et en quoi on vise ce qu'on a appelé le tie-break, excusez-moi pour le jeu de mots, mais ce tie-break, c'était de se dire, soit on dit c'est 5-0, on a perdu le match, parce que déjà, que ce soit effectivement les géopolitiques mondiales, les Américains, ou la plateforme asiatique, ils vous ont gagné le match, et nous, l'Europe, on n'existe pas dans ce monde-là, donc on va subir. Soit on se dit, allez, on est à 2-0, peut-être qu'on peut, d'ici 2030, remontrer pour essayer de faire un tie-break. Mais ça ne va pas être facile, mais on se donne cette trajectoire d'indépendance européenne pour se dire, on la mesure, et on se dit, où est-ce qu'on peut collectivement, alors tu l'as dit Axel, c'est bien, on va dire avoir un impact de contraintes sur la commande publique. Comment nous, collectivement, on peut dire plus de transparence sur nos différents éditeurs, et on la veut, et c'est intégré dans nos clauses marché, et vous allez voir que ça va peut-être changer la donne, en tout cas à l'échelle française et européenne. Oui, on veut plus de transparence sur l'impact écologique, et sur tous les volets politique RSE, social, formation numérique responsable, bref, tout ce qu'on peut mettre dans nos outils juridiques de la commande publique, on le fait. Deuxième élément, comment nous aussi on peut être, la commande publique, on va dire, propulser des initiatives locales qui sont en fait à découvrir. Il y a plein de petites jeunes pousses qui sont à Toulouse, à Nantes, qui aujourd'hui sur le numérique responsable, ou en tout cas visent justement à cette logique de souveraineté, qu'elle soit infrastructure, qu'elle soit logicielle, qu'elle soit dans les services. Et il faut on soit là pour, un, les valoriser, deux, être garant du fait qu'on a essayé. Et donc ça passe à l'échelle. Si nous à Nantes on a essayé, fais-nous confiance, à Toulouse tu peux le prendre. Donc un espèce d'effet démultiplicateur à la fois pour inciter la commande publique, pour aller aider les jeunes pousses, elles sont quand même nombreuses. Effectivement, la Startup Nation, ça a du mal, mais parfois ça a aussi du bon. Il y a quand même des jeunes pousses qui ont pris par essence ces problématiques à bras-le-corps et qui aujourd'hui, je pense à Modixia chez nous et d'autres, ont des vraies solutions qu'on a éprouvées. Et ce n'est pas du washing. Donc ça, c'est aussi intéressant que les collectivités sont garants en fait, de cette éthique en disant « moi je l'ai essayé et c'est vrai ». Et puis le troisième élément, je pense, de tie-break, c'est encore une fois cette prise de conscience. Parce que je crois qu'aujourd'hui, certains sont encore dans le déni, où effectivement on le voit d'une échelle macro, sans avoir effectivement les réelles conséquences sur si demain Oracle fait un x4 sur ses licences, là ça va faire très mal. Et c'est pas au dernier moment qu'il faut dire comment on peut arrêter ça. On peut pas arrêter ça comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Donc cette trajectoire tie-break, voilà, elle est multiple. De la précision, du pragmatisme. On a fait un outil d'évaluation qu'on a éprouvé avec différentes collectivités. On souhaite que, bon, c'est déjà pas mal, il y a une vingtaine de collectivités qui ont dit en transparence, on joue le jeu, parce que c'est pas facile pour une collectivité de 10. Ben moi, en fait, j'ai eu un taux de dépendance quasiment 60% sur mon ensemble applicatif. C'est pas forcément très simple à évoquer. Et puis, cette envie de trouver des alternatives. Donc, essayer de rendre plus opérationnelle cette notion de souveraineté, en fait. C'est ça, et puis l'incarner avec des noms garantis par, on va dire, cette espèce de commun qu'on représente nous, les collectivités. C'est pas en contradiction avec ce qui peut être fait à l'échelle de l'État, hein, c'est pas du tout le problème. Mais si on regarde par exemple la liste des IA qu'on nous a été proposé récemment, on peut quand même critiquer sur cette logique de tie-break, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément dans le tie-break avec les IA qui sont recommandées. J'entends bien, et je ne veux pas faire de polémique aujourd'hui, mais on peut se dire les choses aussi. Il y a quand même du travail. Donc, les collectivités, nous, on se dit, voilà, on va bosser et on va faire quelque chose. Et puis après, on espère qu'il y aura des effets rebonds sur, effectivement, prise de conscience de la souveraineté. Et il faut qu'on ait, d'ici 2030, au moins quelques alternatives sur quelques sujets. On ne pourra pas tout changer, malheureusement. Est-ce que je peux parler 2 minutes de la souveraineté, des outils de souveraineté
bureautiques. Enfin, tu les as évoqués sur Microsoft, mais nous, à la DINUM, on a développé toute une suite bureautique souveraine qu'on a rebuildé un peu sur le modèle, justement, Google, mais c'est pas du Google, justement, pour proposer aux agents publics une alternative justement à ces outils-là. Et donc pour l'instant, c'est quelque chose aussi, ça fait partie des grands sujets de politique qui est porté sur le sujet de la souveraineté et de l'outillage. Et donc à l'intérieur de cette suite, donc des briques d'IA évidemment sont proposées en termes d'innovation. Mais quand même, l'idée, c'est de se dire, en fait, maintenant, les agents publics ont aussi le choix, en tout cas à côté État, d'utiliser cette suite souveraine. Merci, il y aura peut-être des questions dans le public sur ce sujet-là. Il est 10h21, il nous reste quelques minutes et peut-être c'est l'heure des prédictions. Est-ce que Axel Lemaire, tu veux bien commencer et essayer de nous dire si on se retrouve ici en 2035, quelles seront les priorités des politiques publiques ou à quoi ressembleront-elles en 2035 ? Je précise tout de suite, je serais bien en peine de répondre moi-même à cette question. Okay. Bon, déjà, moi, pour le coup, je ne serai pas là parce que je serai aux Maldives vu que j'aurai massivement investi dans les startups d'IA et que j'aurai fait mes exits, donc je serai milliardaire. Je blague. Plus de Maldives. Plus sérieusement, je pense qu'il y aura eu un gros backlash de l'IA du fait d'excès dans les usages. Parce qu'on comprendra concrètement les conséquences des choix des modèles d'entraînement, par exemple. Et pour l'instant, on voit des choses par-ci par-là, mais ce n'est pas encore massif. Quand on n'entraîne que des données avec des données, enfin à partir de données elles-mêmes artificielles et qui ne reflètent pas la réalité sociale du monde, il y a un moment où ça va clasher. Comment et quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura de facto un resserrement réglementaire parce que les politiques vont réagir. Et si ça se trouve, ça arrivera ailleurs avant d'arriver en Europe. Et je crois comprendre que la Californie commence à réguler l'IA. Il y a ça. Il y a tous les enjeux de souveraineté. Je préfère parler d'autonomie stratégique. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a 10 ans, quand Arnaud Montebourg parlait de la souveraineté industrielle de la France, j'étais plutôt en phase avec l'objectif recherché. Et souvenez-vous, c'était un gros mot. Et lorsqu'il avait fait sa sortie au moment de la tentative de vente de Dailymotion, ça avait fait un scandale. Et 10 ans plus tard, c'est dans le titre officiel du ministre de l'économie. Bon, la réalité, c'est dans le numérique, de l'industrie, de l'outillage, c'est un fort niveau de dépendance et d'interdépendance. Donc la réalité, c'est qu'il faut travailler à une plus grande autonomie stratégique pour les États et pour le monde économique, à mon sens, et pour les acteurs publics, à une plus forte résilience. Et donc, je pense que on saura dans 10 ans parfaitement se positionner en matière de capacité de résilience numérique. Et puis je pense que des technologies autour de l'edge computing et l'exploitation des supercalculateurs auront permis des résultats qui feront qu'on pourra repenser complètement la donne en termes de protection des données personnelles, de chiffrage de données, et donc peut-être repenser cette question de la capacité de maîtrise des données grâce à des avancées technologiques. Donc, mais toujours avec, et de plus en plus, je pense, avec cette conscience que les choix technologiques peuvent avoir des conséquences politiques très profitables ou catastrophiques, et que les technologies peuvent se mettre au service d'un dessein politique assez néfaste. Et donc, en 2035, on aura sans doute été gouverné par l'extrême droite.
Et donc, on aura sans doute été obligé, et là, je parle à titre personnel, j'exprime des convictions qui sont les miennes, et non pas au nom de mon entreprise, mais d'éprouver justement la résistance de certaines technologies pour éviter des abus et des atteintes aux libertés publiques et individuelles. Très bien. Bon, tu as un futur... Moi, j'adore cette question. Vas-y, Francky. Rapidement, je voudrais qu'on essaye de prendre une ou deux questions. Et j'adore ce que dit Axel. Moi, je crois que... Alors, je parle beaucoup avec des gens qui viennent d'Afrique, etc. On vit dans une société de double polarisation sur le numérique. C'est-à-dire que nous, on est un peu peut-être pionniers, avant-gardistes sur les enjeux de l'écologie, etc. Si on voyage un petit peu, on se rend compte qu'on est vraiment les seuls en France et en Europe à se poser sérieusement et à rentrer en résistance. Et moi, dans 10 ans, je crois qu'il y aura, parce que vous allez un peu partout, vous voyagez, ces problématiques ne sont pas les mêmes, ne sont pas abordées de la même façon. Et peut-être qu'on est un peu avant-gardiste et très lucide, mais on est peut-être un peu les seuls. Donc moi, je crois qu'il va y avoir un double phénomène, c'est-à-dire que business as usual, ça va être la règle qui va se mettre en place vraiment là où il y a beaucoup de gens. Et c'est ce qu'on observe déjà en Inde, en Afrique, et c'est quand même là où ça va se concentrer. Nous, on va rester un peu vieillissants sur des postures très nobles, mais qui seront effectivement peut-être avant-gardistes, et on aura peut-être raison, mais dans 30 ans, que sera le monde, un autre problème. Et par contre, je crois qu'en France et en local, on aura une vraie déconnexion qui va se mettre en place. Moi, je le sens, je vois que cette problématique de l'impact du numérique santé mentale va devenir de plus en plus fort. Et donc, comme il va devenir de plus en plus fort, parce que c'est une réalité, vu ce qui se passe, on va peut-être aller sur des interdictions de plus en plus fortes. Je dis souvent, dans les années 80, moi, mes parents, ils conduisaient avec beaucoup d'alcool dans le sang, c'était pas normal. Ils fumaient dans la voiture, c'était pas normal. Sauf qu'on a réussi à avoir de l'interdiction des années 90. Je pense qu'il y aura des interdictions dans le numérique qui vont arriver, peut-être sur l'espace public. On se dit c'est une folie aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, on en sera là parce que justement, on aura, à un moment donné, ce double mouvement de radicalité. À la fois, chez nous, on voudra être plus exemplaire qu'exemplaire. Donc peut-être des interdictions d'avoir des téléphones portables à proximité des aires de jeu dans l'espace public. Et ou des plateformes. Et puis par contre, l'autre versant du monde va aller encore plus vite dans la folie. Donc je pense que ça va être assez, un peu comme un donut. On sera peut-être au creux du... Ça donne envie en tout cas, oui, voilà. à nous entendre tous les deux. Bonne journée. Non, mais on est hyper optimiste avec Axel sinon. Non, justement. Cécile. Alors, politique publique donnée en 2035. Moi, j'espère que qu'en fait, la politique numérique, data en particulier, sera aussi au service de la démocratie. Plus que jamais, on en a besoin. Et donc là, vraiment, je pense qu'on a toutes les alertes, les red flags qu'on voit, qu'on a citées. Mais je pense que de le replacer dans cette optique-là, ça peut nous aider aussi à naviguer justement à travers cette tempête qui peut s'annoncer et garder justement, moi je pense au sein de l'État les appuis solides pour se dire en 2035, on a quand même conservé des bases qui nous permettent de continuer d'avoir, de faciliter justement la prise en main de la démocratie à la fois par les citoyens, aussi au sein de l'administration, au sein de ces politiques publiques, pour ne pas l'oublier. Et je pense qu'aussi, il y aura un peu plus de régulation qui sera faite, notamment avec le secteur privé, pour justement faire plus de collaboration. On n'a pas beaucoup évoqué, on pourrait l'évoquer, le sujet des données d'intérêt général. Mais ça, je pense que c'est un sujet qui n'a pas encore été creusé et que dans le cadre de développement de politiques publiques numériques plus responsables en lien avec le secteur privé, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce cadre-là. Oui. On ne veut pas plomber la journée quand même. Non, il y a une promesse de l'IA dans certains secteurs, et notamment la santé, qui est extraordinaire. Donc là, on parle de sauver des vies, de faire des bonds dans les progrès de la médecine. On voit que les usages principaux aujourd'hui sont dans l'éducation et dans la recherche. Et donc, c'est là qu'il va falloir apprendre à les maîtriser, ces usages, et à les adopter et à forger ce qu'on a envie d'en faire. Mais là aussi, le potentiel est potentiellement extraordinaire, à condition que... Je pense que ça a été une grave erreur de la part d'OpenAI de faire ce coup marketing de génie et d'accélérer l'adoption sans qu'on ait
véritablement penser les conséquences. En réalité, on aurait pu attendre quelques années et que, poum, ça n'arrive pas directement dans les mains de ma fille de 13 ans qui fait ses devoirs avec ChatGPT. Il n'empêche que on est à la frontière d'une révolution anthropologique qui peut être maîtrisée et donc, je pense, augmenter l'humain si possible pour le mieux, mais à condition d'être vraiment maîtrisé. Merci. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? Ça dépend de la taille de la question et de la taille des réponses. Monsieur. Bonjour, merci beaucoup. C'était très éclairant. Vous avez parlé de digitalisation depuis une quinzaine d'années, mais il y a une loi qui est encore plus ancienne, merci, sur l'accessibilité numérique et sur les obligations autour de l'accessibilité numérique. Et on constate que les derniers outils qui sortent creusent encore des fractures qui n'existaient pas avant pour des personnes en situation de handicap. Et donc vous avez parlé de l'avenir. Comment on peut aussi travailler sur cette question-là? Merci. Allez. Axel, et puis on va conclure parce que vous voyez cette semaine ou la semaine prochaine chez Sopra Steria notre schéma pluriannuel d'accessibilité numérique. Donc là aussi, je perçois concrètement les difficultés d'un passage à l'échelle pour injecter de l'accessibilité universelle dans tout ce qui est produit. Il n'empêche que là, pour le coup, je pense qu'il y a eu des très gros progrès. Parce que le handicap désormais se pense aussi dans sa dimension numérique, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Je pense que l'IA va aider à faire des progrès aussi. J'ai recroisé un monsieur qui avait beaucoup travaillé avec moi sur la dimension accessibilité numérique de la loi pour une république numérique. C'était très émouvant parce qu'il m'a dit, Axel, quand j'étais enfant, il avait eu un accident, il était devenu sourd et il m'a dit quand j'étais enfant, je m'étais promis qu'un jour je pourrais de nouveau entendre. Et pendant 30 ans, j'ai essayé toutes les technos qui existaient, tout. J'étais vraiment le bêta-testeur et ça marchait jamais. Et j'y croyais plus. Et il me dit depuis 3 ans, grâce à l'IA, j'ai une vie normale. Donc, il y a une promesse technologique qui est très réelle là-dessus. Donc l'enjeu, ça va être qui paye pour l'intégrer by design dans ce qui est produit et quelque part qui surveille. Donc voilà, la directive européenne sur le sujet qui est entrée en vigueur cet été, elle ne change pas tellement la donne en France, mais en revanche, le fait qu'on ait enfin des attendus de conformité réglementaire qui soient harmonisés à l'échelle européenne, je pense que ça aussi, ça va être un véritable accélérateur. Et de toute façon, dans une société vieillissante, on comprendra, parce qu'on n'aura pas le choix, et les entreprises comprendront que leurs consommateurs, parce qu'elles n'auront pas le choix, seront avides de produits et de services ergonomiques. Et qui dit ergonomie dit accessibilité. C'est une obligation réglementaire, en tout cas pour les services de l'État. C'est vrai. C'est quand on disait ça a vraiment progressé, c'est intégré maintenant vraiment by design, c'est-à-dire vraiment à la conception du produit. Il y a des équipes entières qui interviennent justement sur ces questions d'accessibilité. Très bien. Merci à vous. Alors un grand merci à nos 3 intervenants.